Bonjour et bienvenue à tous sur ce Tech Lab. Je suis Xavier Gruau, je suis le CTO de Squad Cyber Solutions. La thématique du jour est mieux vaut prévenir que guérir, ou comment réduire en gros l'impact sur le SOC des incidents en adoptant une approche proactive avec du CTEM. Alors, vous nous connaissez peut-être sous l'ancien nom qui était New Load. Nous avons changé de nom récemment pour s'appeler Squad Cyber Solutions du fait de l'acquisition il y a maintenant presque 2 ans par la société Squad, qui est une société de conseil. Néanmoins, on n'a pas changé nos piliers, on est toujours spécialisé autour de l'identité, la protection des endpoints, du réseau, protection SSE ainsi que cloud et la protection des données ainsi que l'outillage de SOC en allant du SIEM en passant par le XDR en finissant par le NDR. Tout ça en adoptant une approche intégration, revente de solutions et managed service. Alors je vais vous raconter une histoire qui va vous parler certainement, donc il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, peut-être pas si lointaine que ça finalement. L'histoire intéressante, donc sous la menace de l'Empire, un ingénieur de génie qui s'appelle Galen Erso a été contraint de construire une arme de destruction massive qui est l'étoile de la mort. Euh, il a voulu, pour se venger, introduire des vulnérabilités dans les plans cachés. Il a informé l'Alliance qu'il y avait effectivement une vulnérabilité dans cette étoile de la mort. Rebelles qui ont réussi à s'infiltrer sur la planète Data Center Scarif en utilisant un vieux code d'authentification dont ils n'étaient même pas sûrs. Ils ont récupéré, ils ont exfiltré les données, ils les ont encapsulées dans un droïde, ils ont réussi à les lire et à se rendre compte qu'il y avait effectivement une vulnérabilité et construire une attaque ciblée qui a finalement permis aux rebelles de détruire l'étoile de la mort et d'infliger un coup sévère à l'Empire. Alors je me suis projeté en me disant mais finalement l'Empire c'est ni plus ni moins qu'une entreprise comme une autre, donc est-ce que ça serait pas finalement le gentil incompris de l'histoire? Je reprends un peu de chronologie dans tout ça. Premièrement, on a effectivement Galen Erso qui n'était pas très content, qui a conçu une arme dans laquelle il a mis une vulnérabilité. Les plans de cette arme ont été stockés sur une planète data center qui s'appelle Scarif. Ensuite, nous avons les rebelles qui ont réussi à exfiltrer ces plans et à les stocker au sein d'un droïde pour les faire parvenir au commandement de l'Alliance rebelle, qui ont pu analyser ces plans, se rendre compte qu'il y avait effectivement une vulnérabilité, et ils ont pu ensuite lancer une attaque ciblée vers cette étoile de la mort qui a donné l'explosion de l'étoile de la mort, donc infligeant le premier coup à l'Empire. Alors, voilà, il y a des dommages qui sont quand même assez substantiels puisque des scientifiques ont fait l'étude et se sont rendus compte que ça valait environ 10 puissance 7 fois le PIB de la planète Terre, la construction de cette arme. Mais on va se projeter un petit peu en termes de cybersécurité. Donc nous qui sommes experts, on peut y voir différentes étapes. Le premier, c'est l'apparition d'une vulnérabilité. La deuxième, c'est un problème de gestion des identités puisqu'ils ont réussi à pénétrer sur la planète en utilisant un code qui était supposé être obsolète. Ensuite, il y a une problématique de fuite de données. Il y a un drop de payload qui s'est fait, et puis pour finir, il y a un déni de service assez massif sur l'arme. Alors ça fait référence à un certain nombre d'ateliers que je vous invite à aller voir. Un premier qui est le nôtre, qui est le CTEM, celui qu'on va voir aujourd'hui, mais d'autres ateliers autour du cloud et de l'identité, un autre autour de la gestion des secrets, et les derniers qui sont plus orientés défensifs sur la partie SOC IA que vous pourrez constater et voir sur notre chaîne YouTube. Alors si on découpe ça en films, on a le premier qui est effectivement Rogue One qui récapitule cette histoire-là, et la deuxième qui est effectivement Star Wars épisode 4, donc le premier, qui récapitule voilà, la destruction de l'étoile de la mort. Aujourd'hui, on peut découper ça en deux phases, c'est ce qu'on aurait pu adresser de manière proactive, et ce qu'on aurait dû, enfin, ce qu'on doit adresser de manière réactive, donc en gros une approche un peu plus VOC et CTEM et une approche un peu plus SOC. Euh, donc si on sort un petit peu de l'histoire et qu'on se refocus un peu sur la sécurité, aujourd'hui, bon, des étapes simples, mais globalement, la sécurité, un des gros problèmes qu'on rencontre en sécurité, c'est que ce sont des différentes équipes, c'est organisé en silos, les équipes ne se parlent pas forcément, ou en tout cas, il n'y a pas d'harmonie dans tout ça, et avec des niveaux de maturité en termes de sécurité qui sont relativement hétérogènes entre le vulnerability management, l'identité web, les applicatifs, l'OT, le cloud, etc. Euh, et avec les moyens qui sont ceux qui sont mis à votre disposition, moyens humains et moyens financiers évidemment. Mais si on voulait faire la sécurité parfaitement, bah, effectivement, il faudrait combler cette espèce de gap qu'on a avec une sécurité optimisée, ce qui nécessiterait évidemment beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de moyens financiers et évidemment prendrait beaucoup plus de temps.
Or, autant du côté défensif, on est très organisé en silo et ça nous impacte, autant du côté finalement attaquant, le prisme est un petit peu différent puisque bah, on pourrait imaginer qu'on a sur un applicatif web une vulnérabilité qui apparaît, sur une identité un problème de permission trop élevé sur un ou plusieurs utilisateurs. Sur du cloud, on pourrait imaginer aussi des problèmes de configuration. Tout ça, l'attaquant finalement, lui, les silos, il s'en fiche, hein, il rebondit d'un fondamental à un autre pour aller poser son attaque. Et ce qui nous manque, nous, en termes de défense, finalement, c'est le contexte technique et le contexte business. Alors, le contexte technique, on en a un petit peu, parfois, on a des rapports de vulnérabilité, on a des analyses d'identité, etc., mais rien n'est vraiment corrélé. Et il nous manque aussi du contexte business, c'est-à-dire qu'indépendamment d'avoir des rapports qui sont longs et qui sont assez fastidieux à exploiter, bah, il faut savoir finalement se concentrer sur l'essentiel, sur la priorité, quels sont mes assets critiques, quels sont ceux qui vont avoir un plus gros impact business pour pouvoir remédier à ces soucis. On va prendre quelques chiffres, puisque généralement on met toujours des chiffres dans les slides. Donc le premier qui est assez intéressant, c'est que 60% des attaques qui exploitent des vulnérabilités connues. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que globalement les attaquants, c'est quand même un peu moins fastidieux d'utiliser des vulnérabilités qui n'ont pas été patchées parce qu'on met énormément de temps à les remédier, versus utiliser des 0-day hyper ciblés, etc. Donc ils vont aussi au plus simple, ils exploitent notre faculté, notre lenteur à combler les trous finalement. Deux chiffres aussi hyper intéressants et qui vont relativement ensemble, c'est que 93% des organisations ont été victimes de cyberattaques qui sont liées à l'identité. Alors là aussi, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est globalement le vecteur d'attaque numéro un. On a passé des années à verrouiller la porte, les fenêtres, etc., en mettant de la sécurité périmétrique, en mettant sécurité des accès, etc. Or, il est beaucoup plus simple maintenant pour un attaquant d'usurper une identité ou de récupérer des mots de passe, etc., pour pouvoir rentrer sur le réseau et lancer son attaque que d'essayer de casser des mécanismes qui sont relativement sécurisés. Deux chiffres là aussi qui vont ensemble. Le premier, c'est que pour les organisations qui ont mis en place du CTEM, globalement, il y a une réduction assez drastique du nombre d'incidents qui parviennent aux SOC analystes et ce qui en découle naturellement, c'est le temps de rémédiation globalement sur les incidents est beaucoup plus faible quand on a une démarche proactive sur les incidents. Et le dernier chiffre qui est vraiment le plus intéressant à retenir là-dedans, finalement, alors tout le monde n'est pas d'accord sur Internet, donc j'ai mis les deux extrêmes. Globalement, entre 2 et 5 fois, c'est à peu près le delta de coût qu'il y a entre remédier à une brèche de manière proactive versus réactive. Donc en gros, pour 1 € investi pour corriger une brèche en proactive, l'impact, si c'est pas corrigé, peut aller jusqu'à environ 5 fois si la brèche va jusqu'au bout et qu'on doit effectivement adresser l'incident. Il y a deux choses aussi qui sont intéressantes à retenir quand on a une approche qui est CTEM, c'est que globalement, quand on est sur du SOC, on est des pompiers, on doit intervenir le plus vite possible, remédier le plus vite possible au problème sans trop se poser de questions fondamentales. Là où une approche un peu plus VOC, un peu plus CTEM, là on a des échelles de temps qui sont un petit peu différentes. Je ne dis pas qu'il faut forcément prendre son temps, il faut se focuser sur les choses qui sont essentielles et les adresser en priorité. Néanmoins, on n'est pas en train d'éteindre un incendie, donc on peut prendre le temps de calculer l'impact d'une action. Effectivement, quand vous avez un applicatif, vous n'allez pas appliquer un patch, quand c'est un applicatif critique, un patch de manière hyper spontanée. Vous allez peut-être vérifier un certain nombre de choses avant de l'appliquer. C'est cette échelle de temps qu'on peut se permettre d'avoir quand on est sur une approche proactive qui est hyper intéressante pour pouvoir combler les brèches de manière vraiment ciblée et en utilisant tous les moyens à notre disposition pour attaquer les problèmes de manière proactive. Alors qu'est-ce que c'est que le CTEM pour ceux qui ne le savent pas? C'est un concept Gartner qui a été établi maintenant depuis quelques temps, qui consiste donc à positionner une analyse en continu finalement de son exposition aux menaces au travers des différents silos, donc notamment ceux qu'on a cités tout à l'heure, mais pas uniquement, hein, donc que ça soit effectivement récupérer les informations depuis le vulnerability management, depuis l'ASM, depuis la partie OT, etc., de corréler tout ça, d'en extraire finalement du contexte business, aussi bien que du contexte technique, pour pouvoir se concentrer sur les joyaux de la couronne en priorité, sur les grosses vulnérabilités, celles qui sont les plus impactantes d'un point de vue business finalement. Donc j'ai refait l'histoire, et finalement, et si l'Empire avait mis en place une démarche CTEM, alors on avait toujours notre Galen Erso là, qui avait fait une vulnérabilité, mais certainement qu'on aurait pu détecter ce comportement à risque et l'éliminer assez rapidement.
On aurait ensuite pu analyser les plans de l'étoile de la mort et patcher les problèmes dans le système de refroidissement. Si on avait une gestion des identités, puisque c'est le vecteur numéro 1, ça sera un peu la thématique aussi de mon atelier, bah, on aurait certainement pu faire des rotations, des credentials, rotations des secrets, etc. pour éviter que bah, sous un problème d'identité obsolète, les rebelles rentrent sur la planète data center. Et puis finalement, la fin aurait été bien différente, puisque tout le monde aurait été heureux et ils auraient eu beaucoup d'enfants. Alors, pour cet atelier, j'ai choisi deux acteurs. Le premier, c'est Tenable One, qui est un de nos partenaires historiques. Tenable, pardon, qui a son offre Tenable One qui inclut un certain nombre de briques. Alors, souvent, c'est identifié comme une solution qui fait du vulnerability management. Néanmoins, le portfolio s'est quand même beaucoup étoffé au travers des différentes années qui sont passées par croissance externe aussi, du fait de plusieurs acquisitions. La dernière étant Vulkan, qui effectivement a été intégré intégralement dans Tenable One pour apporter cette brique de CTEM. Donc l'idée c'est de collecter depuis tout un ensemble de sources des données pour pouvoir effectivement aller cibler les principales menaces qu'on a en interne et le faire en analyse continue. Deuxième acteur qui est aussi un de nos partenaires, CyberArk, qui est spécialisé dans l'identité alors qu'il va faire différentes briques. Souvent là aussi on l'identifie comme étant globalement un bastion. Ça fait pas que du bastion. CyberArk a aussi eu des croissances externes au sein de CyberArk et du développement interne pour adresser l'identité d'une manière globale, que ce soit des identités humaines ou des identités machines, de gérer aussi la gestion des privilèges au sein de l'infrastructure, sur les postes de travail, etc. Et gérer d'une manière générale, de toute façon, tous les secrets. Ça, on verra ça un petit peu dans notre atelier, mais aussi si vous allez voir nos autres Tech Labs, vous pourrez constater cette gestion des secrets. Alors on va passer directement à la démo. Déjà dans un premier lieu, temps, je vais vous présenter l'architecture qui est finalement assez simple. Donc première étape de l'architecture, j'ai trois machines qui sont un poste client Windows 11, un serveur qui héberge un serveur web ainsi qu'une base de données avec un certain nombre de vulnérabilités et un AD qui là aussi est très très corrompu avec beaucoup d'utilisateurs et finalement des problèmes de gestion de droits dans tout ça, de privilèges, des utilisateurs qui ont trop de privilèges, beaucoup d'utilisateurs dans des groupes, bref, un AD qui est très très corrompu qui est synchronisé avec un Entra ID dans le cloud. Et j'ai mes deux plateformes que sont Tenable et CyberArk qui sont connectées à tout ça, à la fois sur la partie on-prem, mais aussi sur la partie Entra ID pour gérer aussi bien les identités que les machines, que les vulnérabilités, etc. Dans l'optique de la démo, je me suis un peu facilité la vie au niveau de Tenable en prenant différentes sources Tenable en termes de sources de données pour la partie CTEM. Néanmoins, on le verra, on peut imaginer complètement un système dans lequel j'utilise des sources tierces puisque vous n'êtes pas forcément équipé du sol au plafond de solution Tenable. Et dernière brique, j'ai interfacé tout ça avec un Jira pour simuler un système de ticketing, mais c'est finalement voilà, vous pouvez imaginer que ça serait n'importe quel système de ticketing, du ServiceNow, etc., pour pouvoir affecter les incidents à vos équipes en charge des vulnérabilités et de l'exposition. Donc le scénario de mon attaque, il est finalement assez simple. J'ai dans un premier temps Tenable qui scanne en permanence, qui collecte les données, qui agrège les données et qui fait passer ces modèles d'intelligence artificielle dessus pour pouvoir détecter les machines vulnérables, détecter les chemins d'attaque, etc. Qui va aller ensuite populer un incident dans votre système de ticketing qui derrière, on va imaginer qu'il y a quelqu'un qui exploite une identité qui tente de se connecter à une machine. Or, il y a un interfaçage entre CyberArk et Tenable dans mon scénario qui fait que si la destination est vulnérable, on ne peut pas y accéder, enfin n'importe qui ne peut pas y accéder. Il y a une requête qui est faite au moment de la connexion de façon à éviter que quelqu'un exploite effectivement une machine vulnérable. D'ailleurs, on peut imaginer que l'équipe qui s'occupe du VOC de la remédiation prenne en main l'incident et aille remédier au problème d'identité. Et puis derrière, effectivement, au bout d'un certain temps, Tenable rescanne la machine, détecte qu'elle est plus vulnérable et potentiellement réautorise les accès vers cette machine cible. Alors, dans l'échelle du temps, qui est celle du Tech Lab qui dure environ une demi-heure, on ne pourra pas se permettre de faire tout ça. Néanmoins, voilà, c'est le scénario tel qu'il a été conçu. Et puis, imaginez des chemins d'attaque. Alors, il est un petit peu plus complexe que ça, on le verra tout à l'heure. Néanmoins, on a notre Galen Erso qui est capable de prendre la main sur notre Dark Vador, donc qui exploitera cette identité qui est finalement une identité pivot dans mon scénario, sur laquelle il rebondit pour aller prendre plus de main à la fois sur le domaine que mon Tech Lab local, mais qui aussi permet de prendre la main sur Dark Sidious, donc l'empereur, et devenir le maître de l'univers, finalement, qui est la cible ultime de notre Galen Erso. Alors, passons maintenant à la démonstration.
Donc je vais me connecter sur mon portail Tenable. Je vais aller dans la partie exposition. Donc je suis déjà sur un ensemble de dashboards, le premier qui me récapitule un certain nombre d'informations, mais on y reviendra. Donc comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, dans l'optique de la démo, je me suis facilité la vie en connectant des plateformes qui sont déjà chez Tenable. Néanmoins, il y a tout un ensemble de solutions qui sont déjà disponibles pour pouvoir se connecter et collecter des données pour pouvoir les exploiter dans le cadre effectivement de la partie CTEM. Donc je reviens un petit peu à mon dashboard d'origine dans lequel je peux voir effectivement le total des attaques, le type d'exposition. Effectivement, là on parlait tout à l'heure d'exposition sur les identités. De tags, j'ai créé des groupes dynamiques. Donc pour le lab j'ai créé tout un ensemble d'utilisateurs Dark Sidious, tout un ensemble d'utilisateurs Dark Vador et tout un ensemble d'utilisateurs Galen Erso afin d'apporter un peu de matière à la démo. Donc, si je regarde ensuite un peu plus dans le détail, ce qui nous intéresse dans un premier lieu, c'est d'aller regarder finalement les joyaux de la couronne. Alors, qu'est-ce que c'est que des joyaux de la couronne? C'est vraiment les assets critiques que je dois vraiment protéger autant que possible. Et donc là, j'ai toute une liste. Alors, je ne suis pas très consciencieux en termes de sécurité puisque mon risque augmente progressivement depuis que j'ai créé l'atelier. Et dans cet atelier, bah, j'ai tout un ensemble d'utilisateurs. Notamment, j'ai mon utilisateur Dark Vador. Donc mon utilisateur Dark Vador sur lequel je peux aller regarder les détails, je me rends compte des éléments pour lesquels l'IA a considéré que cet élément était un joyau de la couronne. Euh, donc je vais me pencher un peu plus dans le détail, je vais aller ensuite sur les assets. Sur les assets, je vais me faciliter la vie en faisant des requêtes en langage naturel. Donc username contains Vador par exemple, pour voir mes différents utilisateurs qui contiennent du Vador. Je lance la requête qui va convertir pour pouvoir trouver ce qui m'intéresse finalement. Donc j'ai effectivement tous mes utilisateurs Vador, etc. Et j'ai le premier qui est chouette, dans lequel j'ai effectivement un score assez élevé de risque et j'ai 313 chemins d'attaque, qui est hyper conséquent. Si je vais voir les détails, finalement, je peux aller voir les active findings qui vont me récapituler les différentes choses qu'il a trouvées sur l'utilisateur en termes de problématiques, d'attaques, je sais pas, de mots de passe, de groupes auxquels il appartient, etc. Donc par exemple, on se rend compte que cet utilisateur-là, le plus critique, c'est qu'il n'est pas protégé contre la délégation. Effectivement, c'est un peu embêtant. C'est ce qui fait de lui finalement un point de pivot. Et je vais regarder aussi la partie chemin d'attaque. Donc là, il y a tout un ensemble de chemins d'attaque, mais on va aller regarder un petit peu plus dans le détail ce qui nous intéresse derrière. Donc je vais aller jeter directement, me connecter sur la partie chemin d'attaque. Donc il y a toute la matrice qui récapitule tout ce qu'il a pu trouver. Je vais aller chercher les attaques PAF. Pour me faciliter la vie, j'ai fait une petite requête assez simple en disant qu'est-ce qui me permet en étant Galen Erso de devenir Dark Sidious, donc l'empereur. Donc là, on se rend bien compte qu'on a 9 chemins d'attaque qui me permettent de devenir Dark Sidious. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à celle-là parce que je l'ai vue tout à l'heure et j'ai vu qu'elle était assez complète. Donc si je zoome un petit peu, on a notre Galen Erso qui est capable de faire du password spraying. Donc en gros, il a deviné le mot de passe, donc par plein de choses, mot de force, etc. Bref, il devine le mot de passe de notre ADM Dark Vador, qui, comme vous pouvez le voir avec une petite couronne, est notre joyau de la couronne, qui lui appartient à un certain nombre de groupes, joue sur les politiques, modifie les politiques, arrive à prendre la main finalement sur mon domaine. Voilà, donc s'il a la main sur le domaine, il est capable d'avoir la main sur mon empereur, Darth Sidious, qui est ici avec son joyau de la couronne. Donc voilà, dans mon scénario ici, on se rend bien compte que Dark Vador, c'est un point de pivot. Et donc on va essayer de voir comment on pourrait se passer de cette compromission via une gestion intelligente des identités avec CyberArk. Donc dans mon scénario, on va imaginer qu'effectivement Galen a réussi à récupérer la main sur mon Dark Vador qui va tenter de se connecter en utilisant le bastion sur mon système, un système critique. Donc il se connecte en tant que Dark Vador. Il va tenter d'accéder à une ressource ici. Donc on va dire qu'il veut faire une maintenance sur le refroidissement. Hop, qui est le système qui est corrompu par Galen Erso dans ses plans. Donc il a besoin d'accéder par exemple à la machine, je sais pas, AD, toc, on s'est rendu compte. Donc le CyberArk, comme on a connexion, va aller lancer une requête vers le Tenable pour voir si cette machine n'est pas une machine trop vulnérable. Et on a fait un accès conditionnel en disant si la machine est vulnérable, tu présentes un petit message. Donc là j'ai mis un message rigolo qui est que les rebelles reconnaissent la vulnérabilité de l'étoile de la mort. Mais effectivement, bien évidemment, on peut mettre plein d'informations sympas sur
sur la raison pour laquelle la connexion est bloquée, etc. Bref, donc NotGain qui a essayé d'impersoner Dark Vador pour se connecter, il n'y arrive pas via ici, et on va regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe d'un point de vue administration. Donc d'un point de vue administration, j'ai effectivement imaginé que mon Dark Vador est trop dangereux, c'est un pivot, et les gens qui exploitent le directory vont décider de supprimer cet utilisateur Dark Vador. Néanmoins, pour des raisons évidentes de production, il y a peut-être besoin malgré tout d'avoir un utilisateur Dark Vador avec des droits spécifiques sur les systèmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une politique ici de zero standing privilege, ce qui veut dire, pour faire simple, qu'il n'y a pas d'utilisateur qui va être permanent avec ces droits-là. Néanmoins, on va provisionner à la volée un utilisateur qui permet d'aller se connecter. Donc là, j'ai fait effectivement les machines Windows, donc il peut se provisionner sur les machines Windows. Je vais créer en fait temporairement un utilisateur au moment de la connexion et je vais lui affecter des groupes que j'ai créés dans mon domaine contrôleur, en l'occurrence le list privilege admin qui est un groupe que j'ai créé. Et donc l'idée c'est que l'utilisateur va être créé, va autoriser la connexion sur la machine avec, on l'a vu tout à l'heure, Dark Vador quelque chose, avec une série de lettres derrière, qui va être un utilisateur temporaire, qui est provisionné juste pour la session et qui va être disparaître après la session, qui va être déprovisionné et qui appartiendra au groupe de domaine qu'on a spécifié au-dessus de list privilege. Après on peut imaginer qu'on a mis des conditions d'accès pour qu'il se connecte uniquement pendant des heures de bureau, etc. Donc voilà, j'ai mon administrateur qui est créé, c'est super. Je vais montrer un petit peu comment on se connecte derrière, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que, indépendamment du fait d'avoir créé cet utilisateur à la volée, je veux quand même régir les droits de cet utilisateur. Donc j'ai ce qu'on appelle du privilege management qui est déployé sur ma plateforme. Donc j'ai mon utilisateur, je vais sur le privilège, j'ai mon utilisateur qui va essayer de se connecter à un de mes endpoints. Donc là j'ai déployé l'agent privilege management sur mes endpoints, mon AD, etc. Et j'ai fait des politiques. Alors il faut bien retenir dans les politiques, j'ai fait deux politiques. La première, c'est une politique qui est assez simple, dans laquelle je donne des rôles, ou en tout cas des actions qui sont autorisées. Donc il a le droit de faire des choses comme changer la langue, etc., etc., ou d'exécuter des applicatifs, mais uniquement de chez Microsoft. Et à qui va s'appliquer cette politique? Elle va s'appliquer aux utilisateurs qui sont dans le groupe list privilege admin de mon domaine. Donc typiquement, mon utilisateur d'Alpador va être provisionné à la volée au moment de la connexion. On va le mettre dans le groupe qui va bien et on va lui affecter cette politique qui lui autorise pas grand chose. Néanmoins, dans une politique, dans une optique d'avoir les droits nécessaires pour travailler, on a créé une deuxième politique qui fait une escalade de privilèges si nécessaire, donc qui s'applique toujours à mes groupes, et qui va là pour le coup permettre n'importe quel type d'action, sous réserve effectivement de mettre un justificatif. Alors on peut aller un peu plus loin, mais il y a une pop-up qui va s'ouvrir au moment où on essaye d'exécuter ça, et du coup on a besoin de justifier l'action qui va être menée. Et comment ça se présente ça du coup d'un point de vue utilisateur Dark Vador? Effectivement, au lieu de se connecter par Privilege Cloud, il va utiliser Secure Access. Il va tenter de se connecter par exemple à l'AD. Ça va créer en fait une petite connexion RDP. Toc, je vous amène la fenêtre. Mais il y a une connexion RDP effectivement ici. Et donc là, effectivement, on a notre Dark avec ses chiffres et les lettres derrière. Donc c'est un utilisateur temporaire, comme je disais, qui va être provisionné sur la session. Donc on va pouvoir accéder effectivement à la machine. Donc ça crée le profil, ça crée le compte, etc. sur la machine distante. Voilà, et le Dark Vador, il est connecté, il peut aller faire ce qu'il veut, hein, les actions qui lui sont affectées par rapport à son provisioning de ressources. Et au moment où je veux me déconnecter, effectivement, on va déprovisionner l'utilisateur de la session et de la machine distante. Ok, alors ce qui est important, c'est qu'aussi d'un point de vue administration, l'idée derrière, c'est d'avoir effectivement une visibilité sur ce qui se passe. Donc effectivement, on a toute la partie audit log, et dans la partie audit log, effectivement, si on fait mon filtre, hop, ici, on se rend compte qu'on a un Dark Vador local qui a été créé de manière temporaire, ça c'est le compte d'utilisation, etc. Donc on pourrait imaginer d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation. Mais l'idée, voilà, en synthèse, le Tenable est capable de regarder, de fournir des informations sur la cible vulnérable, et donc de fournir des informations qui permettent au CyberArk de bloquer la connexion, et ensuite on retire cet utilisateur de l'AD. Néanmoins, c'est pas parce qu'on retire l'utilisateur qu'on veut perdre le rôle, et donc on fait un rôle avec beaucoup moins de privilèges qui sont juste populés à la demande pour pouvoir exploiter la plateforme, et tout ça en gardant en fait tout l'historique de ce qui a été créé sur la plateforme.
En conclusion de ce Tech Lab, donc, nous avons choisi deux acteurs. Le premier, Tenable, qui permet d'avoir effectivement cette vision CTEM, analyse en continu, analyse des chemins d'attaque, des assets critiques, etc. Et CyberArk, puisque notre scénario était tourné autour de l'identité, qui permettent de gérer les problématiques d'identité, de relation, de rotation des identités, d'automatisation de la gestion des identités, et effectivement aussi de zéro standing privilege, gestion des privilèges sur le endpoint, afin d'apporter une réponse à la fois cohérente d'un point de vue cybersécurité, mais aussi cohérente d'un point de vue exploitation des systèmes d'information, pour préserver les usages qui étaient attendus. J'espère que ce Tech Lab était enrichissant, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez les moindres questions. Au revoir.